Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8 sur TV Fil 78 en direct à partir de 18h, 1h pour faire le point sur l'actualité locale et comme chaque lundi, le point complet sur l'actualité sportive, c'est avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir. La chronique sport dans une vingtaine de minutes ce soir. Oui, tout à fait. Nous commencerons tout d'abord avec le Vendée Globe. Nous devrions être en direct avec le skipper versaillais Tanguy Delamotte qui est au large du Cap de Bonne-Espérance. Nous ferons aussi un petit retour en arrière en 1982 précisément avec Carl Olive, auteur des Carnets secrets de Michel Hidalgo, un livre trésor qui relate les causeries du sélectionneur français lors de la Coupe du Monde espagnole. Et enfin, nous ferons un point à la mi-saison avec le coach de l'équipe première du PRC, le Plaisir Rugby Club, qui vient de terminer sa phase allée, 3e du championnat de Fédéral 3. Et puis, comme d'habitude, en fin de chronique, tous les résultats du week-end. Tous les résultats à découvrir au cours de cette nouvelle édition du 7-8. Voilà pour les grandes lignes du programme sportif. Le reste du sommaire, c'est en images. À présent, l'inauguration de la faculté des sciences de la santé à Saint-Quentin en Yvelines, en présence de la ministre Marisol Touraine, que vous allez entendre dans un instant. En plateau, avec des invités, nous parlerons des enjeux pour le territoire, notamment afin de lutter contre les déserts médicaux. La journée de lutte contre le sida le 1er décembre avec cette mobilisation des jeunes de Montigny-le-Bretonneux afin de récolter des fonds pour l'association HF Prévention. En sport, première édition du Trail Nocturne de Versailles et c'est un succès. Samedi soir, ils étaient 200 à s'élancer sur un parcours de 18 km préparé par les élèves du lycée Marie Curie de Versailles. Et puis le département des Yvelines regorge de champions. Le Conseil général a souhaité récompenser ceux qui se sont illustrés en 2012, notamment lors des Jeux de Londres. Et l'information du jour, c'est donc l'inauguration de cette faculté des sciences de la santé, inauguration officielle cet après-midi à Saint-Quentin en Yvelines. Et ce chiffre, le chiffre de cette édition, 13 400, c'est la superficie en mètres carrés du site. Pour continuer d'ailleurs avec les chiffres, 5 700 mètres carrés dédiés à la recherche médicale, 1 200 étudiants également, budget total pour la construction, 52,8 millions d'euros. De tous ces chiffres et de beaucoup d'autres sujets, nous allons en parler donc avec nos invités. Et j'accueille donc Robert Cadalbert, bonsoir, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. À vos côtés, Christine Etchemendigaré. Bonsoir. J'ai presque réussi à ne pas écorcher votre nom. Bonsoir à vous. Vous êtes directrice du département maïeutique dans cette nouvelle faculté, donc c'est les sages-femmes. Voilà, pour faire au plus simple. Et puis face à vous, Robert Cadalbert, nous avons un étudiant également, Florian Manca. Bonsoir. Étudiant en 3e année de formation générale en sciences médicales, donc à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Déjà un mot, Robert Cadalbert. On a le sentiment avec la journée qui s'est déroulée aujourd'hui et puis avec l'attente aussi suscitée par ce site qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui qui se joue avec l'arrivée de cette faculté des sciences de la santé. Pourquoi c'est si important pour un territoire ? Écoutez, le développement d'une université, si on croit à son avenir, c'est d'abord l'avenir de ses jeunes et l'avenir de son université. Et qu'aujourd'hui, avec l'inauguration de l'UFR des sciences de la santé, ça a été un point d'orgue de 20 ans de travail avec tout le monde, avec les financeurs d'abord, pour qu'effectivement on voit le jour ce nouveau bâtiment qui va permettre aux étudiants de Saint-Quentin-Yvelines, mais largement des Yvelines, de pouvoir se former, pas simplement dans la médecine, c'est bien pour ça que le terme UFR des sciences de la santé est important, mais aussi bien infirmière, maïeutique, kiné, d'avoir effectivement tous les professionnels de santé formés sur le territoire. Il y avait du monde lors de cette inauguration. Vous avez aperçu sur les quelques images Simone Veil, notamment la ministre, l'ancienne ministre de la Santé, qui était présente. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis également Marisol Touraine, c'est la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Nous l'avons rencontrée à l'issue de cette inauguration au micro de Catherine Zulato. C'est une idée qui doit faire école parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus opposer la médecine d'un côté aux autres professionnels de santé, ce qui vient trop souvent à l'esprit. Nous savons que l'avenir de notre système de santé réside dans la coopération entre les médecins et parmi les médecins, entre les médecins généralistes, les médecins qui travaillent sur telle ou telle pathologie, sur les médecins de ville et les médecins hospitaliers, mais sur aussi de la coopération avec les infirmières, les kinés, les orthophonistes, les pharmaciens. Et donc c'est un ensemble que nous devons promouvoir. C'est un grand défi parce que la France en général et la médecine en particulier a eu tendance à fonctionner de manière cloisonnée. Donc je me réjouis que dans un lieu de formation, dans un lieu d'enseignement, eh bien, on forme les plus jeunes, ceux qui seront les professionnels de demain, d'emblée à un
esprit de coopération, de rapprochement et de solidarité dans le travail à mener. L'autre défi, ce sont la lutte contre les déserts médicaux. Ici, on a parlé de maisons de santé universitaires. C'est pour ça que cette UFR est implantée en ville. Il faut pouvoir former à proximité de territoires où il nous faudra espérer l'implantation de médecins. Vous savez, si tous les étudiants sont formés en centre-ville, si tous les étudiants passent l'ensemble de leur cursus universitaire à l'intérieur de l'hôpital, il y a peu de chances pour qu'ils aient envie d'aller s'installer à l'extérieur de l'hôpital et encore moins à l'extérieur des grandes villes. Donc c'est évidemment un enjeu tout à fait important, rapprocher la formation des lieux d'installation à venir, et c'est la raison aussi pour laquelle j'insiste beaucoup, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, j'insiste beaucoup sur la nécessité de développer les stages. Alors, contre les déserts médicaux, vous allez présenter quelque chose, je crois le 13 décembre. Voilà, j'aurai l'occasion d'annoncer un ensemble de mesures. Vous savez, il n'y a pas une mesure miracle. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a d'ores et déjà prévu le financement pour des mesures importantes comme celle de la sécurisation de l'installation des jeunes médecins pendant 2 ans. C'est ce que nous allons appeler les praticiens territoriaux de médecine générale, et c'est eux qui seront soutenus financièrement pendant le tout début de leur installation, mais évidemment, ça n'est qu'une mesure parmi d'autres, et c'est un plan global, cohérent, appuyé sur une volonté politique très forte, car je crois que la volonté est indispensable, qui permettra de mieux lutter contre les déserts médicaux. Et un dernier mot, Madame la Ministre, je vous en prie, concernant la colère des médecins, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Ils manifestaient encore aujourd'hui, ils estiment qu'ils ne sont pas les seuls responsables des dépassements d'honoraires. Il y a eu un accord signé par une majorité de syndicats représentatifs sur les dépassements d'honoraires. Une grande majorité de médecins considèrent qu'il faut pouvoir à la fois éviter les abus et garantir l'accès aux soins de nos concitoyens. Je veux le dire, cet accord est un accord juste, équilibré et qui permet surtout à nos concitoyens d'avoir de plus grandes garanties dans l'accès aux soins. Marisol Touraine, donc, qui répondait aux questions de Catherine Zulato. C'était en fin d'après-midi. Il est 18h passé de quelques minutes. Si vous nous suivez en direct, on parle donc de l'inauguration de cette faculté des sciences de la santé. Il y a eu plusieurs choses dans cette intervention de la ministre qu'on a pu entendre, et principalement cette intervention autour des déserts médicaux. C'est-à-dire qu'il faut éviter ces zones où les médecins ne s'installent plus, où les médecins ne vont plus. Et j'ai envie de vous poser cette question puisque vous êtes enseignante, directrice donc du département de maïeutique. Est-ce que les étudiants qui font leurs études sur un site y restent ensuite? Alors, certains étudiants restent sur les sites où ils ont réalisé des stages, souvent. Ça facilite l'implantation des facilite médecins, malgré des sages-femmes tout, en l'occurrence, tout à sur le fait. territoire? Cela facilite tout à fait l'implantation des professionnels jeunement diplômés sur le territoire. On peut peut-être poser la question à un étudiant aussi. Vous avez l'intention de rester ici à l'issue de vos études? Pour ma part, pourquoi pas. C'est vrai que quand on étudie dans une région, on y est forcément attaché. Et bon, c'est vrai que les études de médecine sont assez longues. On fait 6 ans jusqu'au concours de l'internat pour pouvoir savoir dans quelle région on va ensuite aller se former. Et si j'ai la possibilité de rester ici, pour ma part, je resterai en région parisienne. Après, je peux comprendre que ce ne soit pas le point de vue de tous les étudiants et que certains aient besoin aussi de partir de d'autres endroits. Ce sera pour exercer dans quelle profession spécifiquement? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est en études générales de médecine. Exactement. Voilà, 3e année, je le disais tout à l'heure. Robert Cadalbert, ça c'est un enjeu important pour un territoire. Le département des Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines, n'est pas épargné par cette pénurie de médecins à long terme. Plusieurs études l'ont prouvé, même sur Saint-Quentin en Yvelines, certaines zones manqueront de docteurs. Oui, surtout que la ville nouvelle s'est construite essentiellement il y a 30 ans, avec l'arrivée de nombreuses professions de santé. Et 30 ans après, la plupart doivent prendre leur retraite, et une retraite bien méritée. Et comme ils ont une éthique très forte, ils se posent la question, que faire après? S'ils n'ont pas des remplaçants, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que l'arrivée de cette université et de cette faculté des sciences de la santé est pour nous très importante, parce qu'il y avait de même, il y a 1 an par exemple, jour pour jour, on signait le premier contrat local de santé. Alors ce n'est pas simplement un acte administratif, c'est pour nous important. On avait l'Institut de promotion de la santé qui a fédéré tous les partenaires de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines, et particulièrement les réseaux de santé de professionnels, le CARMAD, le Pallium, mais aussi
Ça a permis de lancer des opérations, soit avec les hôpitaux. On a un centre d'addictologie avec l'hôpital Mignot. On a un centre de dépistage anonyme gratuit aussi avec l'hôpital Mignot. Sans compter qu'un des succès sur le territoire, c'est ce qu'a fait l'Association des médecins des 3 villages avec une garde médicale. Pour donner un exemple, il y a 4000 personnes qui passent à cette garde. Elle va fêter ses 10 ans. Donc c'est sur Montigny-le-Bretonneux. Elle est, oui, pour les 3 villages pour l'ensemble de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais c'est basé sur Montigny. Elle est basée à Montigny, mais elle couvre l'ensemble des agglomérations. Et là, au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines, 4000 personnes qui vont à la maison de garde, 40 qui vont aux urgences à Mignot. Vous voyez l'économie, vous savez ce que c'est qu'un passage aux urgences, d'une part que c'est pas agréable pour les gens, et en plus ça fait des économies. Voilà un bel exemple où on peut faire mieux, avec sans plus d'argent, mais faire mieux. Voilà justement, ce qui est pour important. développer les différentes synergies, par exemple, cette faculté des sciences de la santé va s'ouvrir sur l'extérieur. Elle va travailler avec l'IPS aussi peut-être, l'Institut de promotion de la santé qui est basé sur Trappes et qui dépend de l'agglomération. Elle le fait déjà. Hein. L'ensemble les partenaires de la santé sont partie prenante. On a même créé avec l'UFR des sciences de la santé une unité mixte territoire et faculté des sciences de la santé, ce qui permet non seulement d'organiser des manifestations comme celle d'aujourd'hui, mais aussi de préparer ce qui nous tient le plus à cœur, c'est l'organisation des soins de premier recours dans les quartiers. Et donc là, on touche tout à fait les problèmes d'implantation des professions de santé. On pense à des maisons universitaires de santé territorialisées qui vont permettre à la fois aux praticiens de s'organiser collectivement dans une pratique collective de la médecine et de la santé, et en même temps d'assumer la formation pour accueillir les jeunes médecins, d'assumer de la prévention, par exemple avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, pour assurer par exemple le projet Santé active, et aussi, pour un autre exemple, l'éducation thérapeutique que l'hôpital Mignot fait, au lieu de la faire à l'hôpital Mignot, il vaut mieux la faire directement dans les quartiers, dans les maisons de santé. Voilà un bel exemple de coopération au service des habitants, au service de l'intérêt général. Je vous vois tout à fait d'accord avec ce qui est dit par Robert Cadalbert. Vous partagez pleinement cet avis, ces échanges qui vont avoir lieu, par exemple, concrètement sur votre service, celui de Maïeutique. Vous allez pouvoir échanger, avoir des échanges plus larges aujourd'hui, maintenant que c'est installé du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, et à plusieurs niveaux. D'une part, c'est tout d'abord participer justement à ce type de projet de maison de santé universitaire et territoriale, d'une part, et d'autre part, se retrouver auprès des différents départements d'enseignement tels que le département de médecine générale ou des STAPS, nous permet d'envisager des projets vraiment de collaboration étroite. Et également aussi au niveau des laboratoires de recherche, puisque d'une part l'enseignement se base sur les travaux de recherche et d'avoir sur une unité de lieu à la fois l'enseignement et puis à la fois également le laboratoire de recherche nous permet d'envisager une collaboration étroite. Je pense en particulier pour la maïeutique au laboratoire du professeur Arnaud Fauconnier de périnatalité, de gestion des risques en périnatalité. Voilà, mais également le laboratoire de santé publique pour la prévention auprès des femmes et des couples. Donc c'est essentiel pour le développement de cette unité en charge des futures sages-femmes qui exerceront ensuite dans les prochaines années. En tant qu'étudiant aussi, vous, avec les différents échanges qu'il peut y avoir entre ces différentes institutions, on parlait de l'IPS, on aurait pu mentionner Gérohandicap aussi tout à l'heure, c'est important, ça facilite aussi les stages concrètement, même pour intervenir pour vous ? Oui, c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus facile d'avoir une réelle faculté qui centralise toutes ces problématiques-là. Et pour le coup, les stages, que ce soit des stages, par exemple, si on veut faire des stages de recherche, on peut très bien maintenant les faire dans notre faculté. Et ça facilite vraiment une réelle cohésion au sein de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ça permet vraiment d'être soudé derrière cette faculté. Juste une parenthèse, vous avez commencé votre cycle d'études en médecine dans les locaux temporaires qui avaient été construits sur le Guyancourt, toujours dépendant de la faculté de Saint-Quentin. Là, ça change complètement, là. Oui. J'ai commencé donc la première année commune des études de santé dans le bâtiment boulevard d'Alembert. Puis après, j'ai fait ma deuxième année dans des bâtiments préfabriqués boulevard Rabelais. Et j'ai fait ma troisième année dans ce nouveau bâtiment. Donc c'est vrai que le changement est plutôt radical entre des amphithéâtres qui accueillaient à peine 100 étudiants dans des bâtiments préfabriqués, à là une université qui peut accueillir 1200 étudiants, à la fois les premières années, ainsi que les deuxième et troisième années. Et ça permet aussi, au niveau du troisième cycle de médecine générale, ainsi qu'au département de maïeutique, qui était sur Poissy auparavant, de venir chez nous.
une faculté de la santé, est-ce utile à un territoire et en quoi est-ce utile à Saint-Quentin en Yvelines? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de l'agglomération aujourd'hui. Nécessaire, oui. De toute façon, une fac de médecine, c'est bien n'importe où, hein. Mais pour Saint-Quentin, c'est toujours important, je suppose, oui. C'est pas mal pour les jeunes, je trouve que ça leur évite d'aller plus loin. Ceux qui vivent à Saint-Quentin, Montigny, Voisin, tout ça, la vallée de Chevreux, c'est pas mal, oui. Je pense que c'est bien. Ça permet de ne pas aller très loin faire ses études. Voilà. Maintenant, à Saint-Quentin, il y a un panel de fac assez large. Oui, ce que je comprends pas bien, c'est que les hôpitaux sont un peu loin pour les étudiants. Mais bon, pour les premières années, c'est pas très gênant. Ça évite les déplacements sur Paris. Hein. Pourquoi pas? Oui, oui. Je pense que ça complète bien le pôle universitaire, qui était déjà assez conséquent, mais bon, c'est toujours un plus. Et nous parlons donc ce soir de cette faculté des sciences de la santé. Voilà pour quelques réactions recueillies aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines sur l'intérêt de l'implantation. Et vous vouliez aussi nous préciser que vous multipliez les échanges. Il y a une institut que vous n'aviez pas mentionné tout à l'heure. Tout à fait, avec le réseau maternité en Yvelines et pays associés, donc qui couvre l'ensemble du département. D'accord. Alors là, l'implantation, aujourd'hui, dans ce nouveau site, cette nouvelle faculté, ça change quoi concrètement aussi pour vous au quotidien? Vous étiez où auparavant? Nous étions situés sur le site de Poissy, dans le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui est notre hôpital de rattachement et avec qui nous gardons vraiment des liens renforcés, puisque c'est vraiment notre hôpital de référence par rapport à tout l'enseignement clinique, en particulier des stages. Mais là, vous êtes plus loin de l'hôpital aussi. Oui, mais les étudiants sont en alternance, donc avec des périodes de cours d'enseignement théorique et des périodes de stage d'enseignement clinique, ce qui ne pose aucun problème. L'avantage, et c'est là où les étudiants sont vraiment ravis, d'une part de ces échanges et ces collaborations interfilières qui se renforcent, qui étaient déjà réelles, puisqu'ils démarraient dès la première année commune aux études en santé, d'une part, et puis se retrouver vraiment dans une ville, au cœur même de la ville, sur le campus universitaire, avec à la fois l'accès à la bibliothèque universitaire, la gare à 5 minutes. Ce sont des côtés pratiques, en tout cas, qu'ils apprécient grandement. Et je dirais surtout aussi les échanges, et puis être vraiment dans des locaux vraiment splendide, si je peux me permettre, avec une technologie... 52 millions, bonne confirmation, 52 millions, c'est ça? 8 millions à l'agglomération. Voilà. Mais ça fait une enveloppe de 52 au global. Oui, 8 millions d'agglomération, plus le terrain, qui n'est pas négligeable dans l'affaire. Qui était donné donc à l'université pour réaliser cette construction. Donc ça, véritablement, c'est important, cet échange entre filières, ces passerelles. Oui, vraiment, ces passerelles, ces échanges interfilières, c'est au niveau étudiant et même au niveau professionnel, est vraiment à souligner. Et puis nous avons aussi accès à des ressources pédagogiques vraiment de pointe, donc c'est vraiment un plus. Ça veut dire que vous échangez aussi plus facilement avec les autres étudiants? Oui, effectivement. Nous, les étudiants sages-femmes, sont complètement avec nous dans les locaux. On a certains cours qui sont communs, voilà, c'est mutualisé avec eux. Et c'est vrai que ça nous permet, comme plus tard, en tant que médecin, et on travaillera pas mal avec les sages-femmes. Après, tout dépendra de la spécialité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui vont travailler avec les sages-femmes. C'est vraiment important, dès maintenant, de créer un lien et de comprendre aussi les problématiques qu'elles peuvent avoir, et inversement, elles, les problématiques que nous pouvons avoir. C'est aussi la connaissance, je dirais, des compétences de chacun. Et c'est aussi tout cela dans l'objectif d'une prise en charge la plus optimale possible, en fait, des patients. Voilà, par la connaissance et la collaboration dès les bancs de la faculté. J'évoquais tout à l'heure la présence de Simone Veil ce matin, aujourd'hui, tout au long de la journée, sur cette journée d'inauguration. Elle était présente tout simplement parce que la faculté porte son nom, le nom de Simone Veil, l'ancienne ministre de la Santé, qui a apporté la loi autorisant l'IVG, celle qui a également survécu à la Shoah, était donc présente aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines, et nous avons demandé à quelques étudiants ce qu'ils pensaient de ce nom donné à l'établissement, à cette faculté. Elle a une histoire... Elle a été déportée, elle s'est battue pour le droit à l'avortement, et elle représente vraiment l'amélioration pour moi de la condition féminine, en sachant que voilà, elle a tout un passif très lourd, et je connais pas non plus très bien, mais du peu que je connaisse, c'est quelqu'un, voilà, elle force l'admiration, quoi. C'est symbole de courage, de détermination, et voilà, moi en tant que fille, ça me plaît que notre fac s'appelle Simone Veil. C'est une personne politique qui a légalisé l'avortement en France. Et c'était en 74 ou 75, je pense. Donc, voilà. Vous trouvez ça bien? Oui, pourquoi pas. C'est une personne courageuse, je pense. C'est la première fois que je crois qu'une fac de médecine prend le nom d'une personne vivante.
Moi personnellement, c'est encore un sujet qui fait débat. Pour moi, ça aurait dû être le nom d'un docteur, le nom d'une politique. Il n'y a pas trop grand-chose à faire avec une fac de médecine. Elle s'est battue toute sa vie, elle a réussi à faire passer le projet de loi sur l'avortement. Je trouve que c'est quand même une grande avancée et tout, pour les droits des femmes. Donc, je suis très contente. J'aimerais votre réaction à chacun pour conclure ce plateau consacré à cette faculté des sciences de la santé. Ce nom de Simone Veil sur ce bâtiment, sur cette faculté, ça représente quoi pour vous? Pour nous, c'est un vrai symbole. D'ailleurs, le conseil d'administration a voté pratiquement à l'unanimité, 18 voix l'a eu. Donc, même s'il y a eu quelqu'un pour provoquer, qui voulait, pourquoi pas le docteur Lejeune, voilà. Bon, mais effectivement, qu'il y a eu 0 voix. Donc, c'était rassurant en tous les cas. En ce qui vous concerne? C'est un grand symbole également, puisque, en particulier pour la maïeutique, et je dirais même au-delà, c'est la santé de la femme. Et vraiment, Madame Veil a vraiment œuvré pour la santé des femmes. Et pour ça, nous lui en sommes en tout cas très reconnaissantes. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci à également à vous, Florian Manca, donc étudiant à cette université, cette faculté, d'être venu sur le plateau. Robert Cadalbert, vous restez encore quelques instants avec nous. On a quelques questions économiques encore à vous poser sur un autre sujet, mais ça concerne l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera juste après ce reportage de Valérie Auribeau et d'Élodie Moine. Elles reviennent sur la journée de mobilisation de lutte contre le sida du 1er décembre avec cette opération menée à Montigny-le-Bretonneux. Ballons et tirelires en main, les élus du conseil municipal des jeunes entamaient ce samedi une collecte de dons pour la 2e année consécutive dans le cadre du SIDAction. Les dons vont venir à l'association HF Prévention, qui sont pour les tests de dépistage rapides pour les milieux défavorisés. Parallèlement à cette collecte, une exposition se tient au pôle jeunesse information, dépistage et traitement, mieux comprendre le sida pour mieux s'en protéger. Alors, qui a dit que les jeunes ne prenaient pas la prévention au sérieux ? Justement, on en parle assez et que les jeunes agissent beaucoup et je pense que le problème il vient beaucoup des adultes qui pensent que justement le préservatif c'est plus utile, que les tests de dépistage quand on n'est pas atteint ou quand on pense ne pas être à risque, ils le font pas. Et je pense que vraiment la jeunesse en prend vraiment conscience et qu'ils font les tests, et c'est vrai, ça devient vraiment un réflexe. Ce week-end, 586 € ont été récoltés. Autre mobilisation, elle concerne le Téléthon, dernière ligne droite pour les bénévoles à 4 jours du lancement de l'opération. Et à Magny-les-Hameaux, les organisateurs annoncent la venue de Delphine Racinet, médaillée de bronze à Londres au tir à la fosse. Elle viendra le 7 décembre à partir de 19 h à la rencontre du public. Et bien évidemment, aider à la collecte de fonds le 8 décembre à 14 h, toujours à Magny-les-Hameaux. C'est la comédienne Virginie Lemoine qui sera présente. C'est même la marraine du Téléthon à Magny cette année. Rendez-vous au gymnase Chantal Mauduit.